Pour en parler ce soir, Marion Pariset, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Cercle de réflexion Le Militaire, spécialiste en relations internationales. On parlera d'ailleurs États-Unis dans quelques instants, si vous le voulez bien. Et à distance, Emmanuel Rivière, bonsoir, politologue et directeur international des études politiques de Kantar Public. Avant, Emmanuel Rivière, de vous entendre sur votre dernier sondage et sur les codes de popularité, je voudrais votre analyse globale de ce qu'est aujourd'hui Jordan Bardella et de ce qu'il représente dans la ligne politique du Rassemblement national d'aujourd'hui. Alors, ce qui a été très bien souligné par votre sujet, c'est que Jordan Bardella s'inscrit dans une fidélité à Marine Le Pen. Ce discours où il lui rend un hommage appuyé, comme cela a été dit, c'est pas le discours et un hommage d'un successeur. C'est l'hommage de quelqu'un qui dit, et comme on l'a entendu à l'instant, continue à travailler pour Marine Le Pen. D'ailleurs, la répartition des rôles semblait assez claire. Jordan Bardella employait le jeu à chaque fois qu'il s'agissait de définir le fonctionnement interne du parti, ce qu'il allait impulser, la manière dont il allait faire travailler le Rassemblement national et ses militants, et employait le « nous » quand il s'agissait de dire quelle était la proposition du Rassemblement national pour la France, avec de temps en temps le prénom lâché aux bons endroits, Marine. Ça reste pas moins un événement bien entendu majeur que Jordan Bardella succède à une Le Pen et que ce soit plus un ou une Le Pen qui préside aux destinées du parti. Sur la ligne, les choses sont assez ouvertes encore, mais d'ailleurs, cette espèce de petite passe d'armes avec Steve Briouat montre bien que persiste toujours cette double question de savoir où est-ce qu'il va falloir aller chercher ce qui manque encore à Marine Le Pen, au Rassemblement national, pour pouvoir rassembler une majorité dans le pays. Est-ce que c'est plutôt la stratégie qui marche à l'étranger, notamment en Italie, d'une claire alliance avec la droite traditionnelle et sur les thématiques qui sont communes, la sécurité, l'immigration, mais aussi une forme de conservatisme social, ou bien est-ce que c'est en allant décrocher ces orphelins de la gauche ou ces catégories populaires qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti, et précisément en insistant sur la dimension sociale. Et cette dualité, elle est présente depuis que Marine Le Pen, en fait, a pris les rênes du Front National et du Rassemblement National. Elle est présente géographiquement entre une structure de l'électorat qui n'est pas la même dans ces zones de force du Nord-Est qu'elles le sont sur la frange méditerranéenne. Et elles sont une vraie question parce que, effectivement, les stratégies qui peuvent marcher à l'étranger ne sont pas forcément celles qui peuvent marcher en France, où la clé de voûte, c'est la présidentielle. Et l'obstacle auquel Marine Le Pen s'est heurtée jusque-là, c'est de pouvoir assembler au-delà de 50% à un second tour. Je reviens vers vous dans un instant. Marion Pariset, est-ce qu'on a déjà un début de réponse à ce que nous expliquait Emmanuel Rivière quand on entend Jordan Bardella dit « Inquiétude, fin du mois, urgence, fin de France, Port de la Chapelle exporté dans nos villages ». On a quand même une réponse de ce qu'il va mettre en avant dans sa présidence. En tout cas, on voit bien qu'il ménage vraiment les deux pieds, les deux jambes du Rassemblement national jusqu'à présent. Cette jambe sociale qui est quand même historiquement plutôt celle de Marine Le Pen, en tout cas qu'elle a portée ces derniers temps dans cette dédiabolisation du Rassemblement national, mais aussi cette jambe qui est plus la jambe, on va dire, identitaire du Rassemblement national, plus ancrée dans le sud, géographiquement, et qui est celle qui portait plutôt une union des droites. Ce que Marine Le Pen a jusqu'à présent totalement refusé. Une union des droites qui rejoint un peu Éric Zemmour, pour faire ça. Qui rejoint un peu Éric Zemmour et que Jordan Bardella, pour le coup, a plutôt porté jusqu'à présent. Donc, on a un changement léger, dans le sens où c'est une personnalité, et ça se voit par les personnes qui ont été un peu gentiment ramenées vers la sortie dans le cadre de ce congrès, mais on ne sait pas. Ça n'est pas dit que ça augure d'un changement ou d'un choix strict, parce que Marine Le Pen a plutôt tout intérêt à rester dans le flou et dans l'ambiguïté jusqu'à l'approche des présidentielles, jusqu'à 2025-2026, où là, après les européennes, il y aura une visibilité, enfin plus de visibilité sur l'état du paysage politique français et quelle sera la meilleure stratégie à ce moment-là pour l'élection de 2027. Mais jusqu'à présent, pas besoin de choisir. Emmanuel Rivière, que disent les chiffres dans les études politiques de Kantar Public? Que disent les chiffres concernant Jordan Bardella? Et est-ce qu'il y a un moment où il peut devenir une menace ou un risque, plus qu'une menace, pour Marine Le Pen? Alors, ce que disent les chiffres, c'est que Jordan Bardella a fait une percée très rapide dans le paysage politique. Il a émergé au moment des européennes de 2019 et
pour beaucoup, ça ne suffit pas d'avoir été tête de liste aux européennes. Alors, Jordan Bardella est aujourd'hui dans le top 6 du baromètre Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine. Il est devancé par quelques personnalités gouvernementales, par Marion Maréchal, 8 à 24%, Marion Maréchal est à 25%, et par Marine Le Pen, qui fait un bond d'ailleurs dans ce mois de novembre, dans notre baromètre à 37%. Est-ce qu'il constitue pour autant une menace? Peut-être plus un appui qu'une menace ou un appoint, parce qu'on voit que sa percée se fait pour partie dans certaines catégories, notamment les jeunes d'ailleurs, où Marine Le Pen a de forts soutiens également, mais il fait presque autant que la précédente présidente du Rassemblement national chez les plus âgés. Alors ça a toujours été un petit problème, même un sérieux problème pour les leaders du Front National puis du Rassemblement national, d'arriver à convaincre un électorat parmi les seniors qui était plus réticent à l'égard des formations d'extrême droite. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, Jordan Bardella, ce soir, est, alors, après Édouard Philippe, qui préside aux Destinées d'Horizon, d'ores et déjà le plus populaire ou le plus apprécié des présidents de parti. Quand on regarde les présidents, les leaders du Parti socialiste, enfin Olivier Faure est bien loin derrière, les postulants pour présider aux Destinées des Républicains sont devancés aussi par Jordan Bardella. Donc il y a peut-être une dualité là, ce qui renvoie alors une rivalité, je trouve qu'on n'en a eu aucun signe aujourd'hui. Il y avait au contraire plutôt des affirmations que le destin du présidentiel du Rassemblement national reposait encore sur Marine. On verra bien ce qu'il en sera en 2027. Mais il y a aussi un autre enjeu pour le Rassemblement national qui est d'arriver à crédibiliser sa capacité à gouverner, sans doute seul, puisque pour l'instant, il n'y a pas de stratégie d'alliance, avec différentes figures et ne pas se reposer sur la seule figure de proue que constituait Marine Le Pen. Marion Pariset, je vous pose la même question que celle que je posais à Emmanuel. Est-ce qu'il y a un risque quand même? Quand on voit les chiffres d'Emmanuel Rivière, moi je serais Marine Le Pen ce soir, je me dirais tiens, il affiche son soutien, sa solidarité, il se met dans mes pas, il me dit qu'il doit tout, mais en politique, les trahisons, ça va vite. Ça peut arriver. C'est un moment charnière pour le Rassemblement national parce qu'on passe d'une dynastie à une république quasiment. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un jour historique. En tout cas. On change vraiment le modèle et en effet, il n'y a rien qui nous assure que quelqu'un comme Jordan Bardella, qui a quand même pour arriver à avoir cette ascension si rapide, a forcément aussi des ambitions. La difficulté, c'est que dans une dynastie, dans un système de royauté, quasiment, on a un système qui se tient parce qu'il y a une ligne claire de qui succède. La force des dictatures ou des monarches. En tout cas, il y a un visage. Ça n'est plus si évident que ça. Et à partir de ce moment-là, ça peut déclencher aussi des volontés, des ambitions et potentiellement aussi de la compétition en interne au Rassemblement national. Et là, ça sera beaucoup plus sensible à manœuvrer pour Marine Le Pen, mais aussi pour Jordan Bardella, parce que mine de rien, il est très jeune. Et s'il a su montrer un peu ses preuves, en tout cas faire preuve de ses compétences, au moins en partie, lorsqu'il a eu le rôle de président intérimaire du parti pendant la présidentielle, ça n'est pas encore garanti que sur le long terme ça marche, si d'autres personnes, en tout cas, se voient pousser des ailes. Emmanuel Rivière, une dernière question. Elle est assez large, mais si vous pouvez la synthétiser, pardon, parce qu'après on va aller aux États-Unis. Tweet de Matteo Salvini, félicitations à Jordan Bardella, nouveau président. L'amitié, le cheminement avec le RN se poursuivront sous la bannière de l'Europe des peuples. L'Italie aujourd'hui, est-ce que ça reste le modèle à suivre pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella, pour le Rassemblement national? Est-ce que c'est possible et est-ce que l'accession au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni est précurseur? L'accession de Giorgia Meloni, d'ailleurs hier de Matteo Salvini, s'est fait dans une alliance avec la droite, mais avec un système parlementaire où au Sénat comme à l'Assemblée nationale, il faut constituer une majorité. Il suffit d'arriver en tête de cette majorité pour être bien positionné, mais il n'y a pas ce coup près de devoir assembler 50% à soi seul dans un second tour de la présidentielle. Donc je vais vous fournir d'ailleurs votre transition avec les États-Unis. L'autre modèle qui peut être une inspiration, c'est comment effectivement quelqu'un qui est hors système, comme l'était Donald Trump, peut dépasser
pas les 50% d'ailleurs, parce qu'il a pu être élu sans cela du fait du mode de scrutin là-bas. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un socle, il faut avoir une assise électorale. Or, la sociologie des États-Unis, notamment le soutien dont Donald Trump a pu bénéficier, comme Bolsonaro d'ailleurs, auprès notamment de certaines composantes de la société d'un point de vue religieux, ne peut pas être reproduit à l'identique dans la plupart des pays européens. Donc il y a un choix un peu compliqué à faire et pour l'instant je pense que le choix n'est pas complètement soldé parce que ça va aussi un peu dépendre de toutes les étapes jusqu'à la présidentielle qui s'appellent les européennes d'abord puis les élections territoriales ensuite. Merci beaucoup Emmanuel Rivière pour votre analyse sur la situation et pour la transition parfaite, vous l'avez vous-même noté, qui nous emmène aux États-Unis. Merci beaucoup.